sommaire, en ce dimanche, découvrez dans les news la Peugeot 308 de deuxième génération qui change totalement par rapport à la première. Vous saurez tout également sur le Renault Twin Run, la version sportive du Twin Z dévoilée le 8 avril dernier. Vous saurez tout également sur le Peugeot 2008 alias la 208 Cross. Que vaut-il sur la route? Nous l'avons essayé. Nous avons également testé son grand rival, le Renault Captur dévoilé la même semaine, début janvier. Que vaut-il sur la route? Réponse dans un instant. Le comparatif sera consacré aujourd'hui au match entre la Renault Clio RS vs la Ford Fiesta ST et la Peugeot 208 GTI. Enfin, vous saurez tous sur la Mini CLS alias la Mercedes CLA. Salut à tous et bienvenue dans News Report. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. C'est la toute nouvelle formule de l'émission. Alors je vais vous la présenter tout de suite, c'est une nouvelle formule parce que vous la connaissez pas, c'est normal, c'est la nouvelle formule. Et donc on va commencer dans un instant avec une partie news et nous aurons une deuxième partie consacrée aux essais car oui désormais on va mettre essais plus news dans une seule et même émission. Bref, vous l'avez compris, en ce dimanche 26 mai 2013, nous avons un numéro chargé aujourd'hui, donc avec le Renault Twin Run que nous allons découvrir dans un instant seulement. Et ne surtout pas rater les essais inédits du Peugeot 2008 et également du Renault Captur. Mais on commence tout de suite avec la sportive du jour, ou plutôt de la semaine, dévoilée vendredi. Comment vous dire, c'est une réinterprétation de la R5 Turbo. Je ne sais pas si vous avez connu cette voiture, mais je vous la fais découvrir tout de suite, toutes les infos sur le Renault Twin Run. Pour ceux qui me disent que la Twin Run c'est la version course de la Twin Z, vous n'avez pas tort du tout, vous avez complètement juste même, vu que la Twin Z c'était la version électrique de la Twingo 3, Twingo 3 qui est attendue à l'été 2014, et la Twin Z était présentée donc le 8 avril dernier, et cette version course fut dévoilée, quand? Vendredi, et oui c'est vendredi 24 mai 2013, en live de Monaco. Et on va parler un petit peu de cette voiture avec une face avant évoquant la R5, mais pas n'importe quelle version de la R5, une R5 sportive, la R5 Turbo. On remarque donc 4 feux anti-brouillard de très grande forme qui reprennent les mêmes formes que la R5 Turbo. À l'avant, les feux sont un petit peu plus réalistes par rapport au concept car Twin Z et la calandre est reprise bien évidemment de tous les modèles Renault. C'est la calandre Lorraine, on est d'accord, avec un petit liseré rouge en partie supérieure. Les enjoliveurs sont très bien choisis, très belle forme pour des enjoliveurs, très bien travaillés. Le profil avec des fonds, une belle couleur, bleue, bien évidemment. Bleu qui fait penser un petit peu au bleu de l'Alpine à 110-50. On retrouve le numéro 5 parce que toutes les voitures ont un numéro sur leur... ils ont toutes les voitures de course un numéro parce que comme ça leur permet de mieux se reconnaître. Les rétroviseurs sont d'une forme très travaillée, très aérodynamique. À l'arrière, une double sortie d'échappement centrale et un aileron. Et sur le côté, vous retrouvez une sortie d'air latérale très jolie. À l'intérieur, Renault a laissé a publié une seule image qu'on voit presque rien, une console centrale très simple et un petit volant. Et enfin, regardez cette image, c'est le moteur de cette Twin Run, un moteur de 300 chevaux, un V6 exactement de plus de 300 chevaux. Alors, si vous me dites pourquoi un V6, c'est bien parce que c'est du sport, le Twin Run c'est une version ultra sportive. Pas sûr que la Twingo 3 RS fasse cette motorisation, on n'en sait rien, souvenez-vous, au début des années 2000, Renault avait lancé une Clio V6, justement. Alors, tous les doutes sont permis. Le Renault Twin Run est donc exposé à Monaco et sera donc ensuite présenté en version de série. La version de série se nommera Twingo 3 en attendant la voiture, soit pour le salon de Francfort en septembre 2013, soit pour le salon de Genève, ça sera en mars 2014. Et tout de suite, dans les news, on va vous parler maintenant de la Peugeot 308 de deuxième génération, car oui, on a des news à propos de cette deuxième génération inédite de la Peugeot 308. Et on continue ce news report donc avec les premières photos de la Peugeot 308.
Et comme vous le voyez actuellement sur votre écran, la Peugeot 308 change totalement par rapport à la génération actuelle. Et déjà vous me dites, mais pourquoi elle ne s'appelle pas 309? Parce que oui, chez Peugeot, normalement, à chaque fois qu'on change de génération, on avance d'un cran. Simple raison, la Peugeot 309 a déjà existé, oui, c'est possible. C'est pour ça que Peugeot ne pouvait pas appeler sa voiture 309. Et pourquoi ne l'a-t-il justement pas appelée sinon 301? Le nom était libre. Et ben non, il n'était justement pas libre. La 301, c'est une version tricorps, hein, c'est une version tricorps, une version low cost, hein, une voiture comme la Dacia Logan. Voilà, donc destinée aux pays émergents, donc la 300 existe déjà, donc le seul nom disponible c'était 308. Et une autre anecdote encore, c'est pour plus se rapprocher de la Golf, car oui, la Golf a toujours gardé le même nom, et comme la rivale directe de cette 308, cette fameuse Volkswagen Golf, et bien Peugeot a décidé de garder le même nom sur la 308. On va parler style donc de cette 308 et en regardant, et comme vous le voyez actuellement la face avant avec des feux inédits, des blocs optiques inédits hein, sur cette Peugeot. Hein, très bien travaillé avec une forme que j'apprécie particulièrement. La calandre, on retrouve la calandre flottante chère à Peugeot. Le pare-choc avant avec des feux de jour à LED et des feux anti-brouillard, c'est pas mal fait de ce côté-là. Très belle face avant en tout cas. À l'arrière, eh ben, c'est une face arrière en deux parties, on dirait à deux étages. Parce qu'on voit, si vous le voyez actuellement sur cette image, il y a la partie qui s'arrête juste après la plaque d'immatriculation. Hein, puis ça fait une sorte de petit gouffre. Puis après, il y a le pare-choc arrière. Donc c'est pas mal fait de ce côté-là. On retrouve les feux en forme de griffe, hein, qui sont chers maintenant toutes les Peugeot. Parce que depuis la 508, toutes les Peugeot ont des feux en forme de griffe. Peugeot 308. Donc la Peugeot 308 accueille donc ce nouveau style. Une planche de bord inédite à l'intérieur de cette Peugeot 308 avec un grand écran tactile de la taille d'un iPad. Et oui, c'est possible. Vous avez un écran tactile de cette taille-là à bord de votre 308. Un écran tactile donc de 9,7 pouces et surtout le petit volant qui a fait polémique sur la Peugeot 208 et qui fera polémique sur le Peugeot 2008 et également donc sur la Peugeot 308. On retrouve les cadrans donc de vitesse position tête haute. C'est plutôt, voilà, donc c'est ce qui va arriver maintenant dans toutes les futures Peugeot. Les aérateurs sont d'une très belle forme, une forme très travaillée. On retrouve également presque aucun bouton. Tout est réuni sur la console centrale. Peugeot n'a pas encore dévoilé les moteurs, ni les tarifs, ni la date de lancement de cette Peugeot 308. Mais sachant qu'elle sera présentée au salon de Francfort en septembre prochain, la commercialisation devrait intervenir dans la foulée. Nous avons terminé la partie news de ce News Report, mais tout de suite, c'est pas la fin de l'émission. Eh ben non, tout de suite, on va continuer avec la partie essai. Et on commence avec un premier essai, celui du Peugeot 2008. Le Peugeot 2008, vous le connaissez peut-être, hein, c'est la version crossover de la Peugeot 208. Elle remplace la Peugeot 207 SW car oui, Peugeot n'a pas prévu de faire une version, de dessiner une version SW de sa 208. Alors que vaut cette version crossover de la 208, hein, le Peugeot 2008, on l'a testé pour vous. Regardez. La déjà riche famille des SUV Peugeot s'agrandit. Après les 3008, 4007 et 4008, voici donc le 2008, le petit dernier qui souhaite croquer du Nissan Juke. Après avoir fait confiance à son partenariat avec Mitsubishi pour ses crossovers, Peugeot fait donc désormais bande à part pour mieux profiter du marché. Comme le 3008, le 2008 est ainsi dérivé d'une berline de la marque, la 208 en l'occurrence, et affiche des ambitions purement routières. Son design moins original que celui des Renault Captur et Nissan Juke s'explique par ses visées internationales, puisqu'il devra plaire en Europe mais également en Chine ou en Amérique latine. Le 2008 n'est cependant pas dénué d'élégance, ni d'effet de style, dont certains visent à tromper l'œil pour masquer les économies. Ainsi, pour assurer à l'engin un profil de SUV tout en intégrant les portières avant de la 208, un astucieux décrochement a rejoint le pavillon dans la continuité de celle-ci, en clin d'œil au Matra Rancho. De face, on note également le double bossage du toit évoquant cette fois le coupé RCZ, puis dans le regard de cette lionne une virgule de carrosserie imitant la pupille d'un félin.
À bord, on retrouve l'environnement connu de la 208 avec une planche de bord dominée par un large écran multifonction, mais aussi un inédit frein à main type aviation. La qualité est globalement au rendez-vous, et l'ergonomie aussi, avec une position de conduite plus simple à appréhender que sur la citadine, même si on lit toujours les compteurs par-dessus le volant. Les stylistes ont souhaité apporter une petite touche d'originalité en matière d'éclairage. Ainsi, en plus des cadrans et rails de toit vitrés entourés de LED bleu, le ciel de toit présente des coups de griffe très réussis. Les premiers tours de roue mettent quant à eux d'abord en avant la maniabilité du petit SUV et la douceur de ses commandes. Le petit volant et la direction directe profitent aussi au sentiment d'agilité, au même titre que les prises de roulis limitées et le train avant précis. Si ce n'était la position de conduite haute qui met en confiance, on se croirait à bord d'une 208. Pour autant, le confort est au rendez-vous. Le 2008 absorbe les dodanes et autres bosses du revêtement sainement et sans rebondir. Comme ses rivaux, ce SUV n'affiche aucune prétention baroudeuse et limitera donc ses évasions au chemin de traverse. Il pourra cependant se sortir de mauvais pas grâce à son anti-patinage renforcé Grip Control. Profitant des efforts d'allègement de la 208, le 2008 affiche jusqu'à 174 kg de moins qu'une 207 SW. De ce fait, les 115 chevaux du 1,6 litre HDI tractent sans souci le modèle, qui y gagne aussi question sobriété. Il se maintient à 5,8 litres au 100 aux allures légales à rythme classique. À l'autre bout de la gamme figure le 3 cylindres essence, 1,2 litre VTI 82 chevaux. Ce petit bloc s'est révélé à la hauteur, mais déçoit côté consommation avec une moyenne difficile à maintenir sous les 8 litres au 100. Enfin côté tarif, le 2008 joue l'agressivité à l'instar du Captur en débutant à 15 200 €. Notre version iHDI 115 chevaux démarre pour sa part à 22 600 € avec la finition allure, à la présentation plus raffinée et la dotation très complète. Le rival du Peugeot 2008, c'est bien évidemment le Renault Captur et nous l'avons également testé pour vous. Attention, le Renault Captur est encore plus personnalisable, plus personnalisable et surtout plus craquant que le Peugeot 2008. Alors que vaut-il sur la route? Surtout que faut-il et à quoi ressemble le Renault Captur pour ceux qui ne l'ont pas encore vu? Eh bien je vous propose de visionner l'essai tout de suite. Vivez l'instant, tel est le slogan de la campagne publicitaire censée vous donner envie de prendre le volant du Captur. Et bien pour y parvenir, Renault a misé sur un dessin jovial tout en rondeur, moins agressif que celui de la Clio 4. Ajoutez à cela des grandes roues, des protections de bas de caisse, une garde au sol surélevée ainsi qu'une large palette de personnalisation et vous obtenez un petit SUV qui malgré son look de baroudeur en herbe est avant tout taillé pour la ville. En effet, il ne mesure que 4,12 m de long, soit 6 cm de plus qu'une Clio 4. À bord, les aspects pratiques n'ont pas été négligés. Au total, ce sont donc 27 litres de rangement qui nous sont proposés, dont 11 litres pour la seule boîte à gants à ouverture coulissante façon tiroir. Une idée originale qui pourra cependant gêner le passager avant au niveau des genoux en cas d'ouverture totale. De même, l'épaisseur importante de la console centrale n'offre que peu d'espace en largeur au niveau des jambes. Le conducteur en revanche est aux petits soins, avec une instrumentation claire et lisible, une position de conduite aussi confortable que facile à trouver, et la fameuse tablette AirLink au maniement très intuitif, quoique un peu lent. Les housses de siège dézippables et lavables en machine sont également une sympathique attention, de même que les élastiques colorés qui font office de poche aumônière à l'arrière. Reste que c'est au niveau du coffre que le Captur se distingue grâce à la présence d'une banquette arrière capable de coulisser sur 16 cm. Résultat, les passagers profitent d'un rayon au genou digne d'une Laguna berline, tandis que le coffre propose de 377 à 1235 litres de chargement. À peine plus lourd que la Clio et donc légèrement surélevé, le Captur jouit d'une très bonne tenue de route, certes pas aussi efficace que celle de la citadine, mais déjà parmi les références de la catégorie. Les prises de roulis sont maîtrisées, de même que les transferts de masse. On apprécie également la position de conduite plus haute qui offre une très bonne visibilité. Quant au confort, il est au rendez-vous, malgré les suspensions qui ont tendance à légèrement dribbler sur revêtement défoncé.
Sous le capot, nous avons pu essayer 2 motorisations. Un 1,2 litre TCE 120 chevaux essence et un 1,5 litre DCI 90 diesel. Bien qu'accouplé à une très efficace boîte EDC à double embrayage, le TCE essence nous a particulièrement déçus par son manque de couple et ses accélérations à rallonge. Du coup, nous vous suggérons plutôt d'opter pour le DCI 90, garant d'une belle souplesse d'utilisation et de reprise correcte. On lui reprochera juste un manque de dynamisme à pleine charge, notamment lors des dépassements sur autoroute. Au final, malgré un a priori plutôt négatif avant de l'essayer, allez savoir pourquoi, nous avons été séduits par le Captur. Renault a en effet trouvé un bon compromis entre look tendance, habitabilité modulable et comportement routier de premier ordre. Une bonne surprise, d'autant qu'en fonction des versions, le petit SUV ne coûte en moyenne que 1 200 € de plus que la Clio 4. Quelle est la meilleure sportive entre une Renault Clio RS, une Ford Fiesta ST ou une Peugeot 208 GTI? Eh ben, on va vous donner la réponse tout de suite, direction le circuit. C'est un joli pied de nez à la morosité. Alors que la raison impose ses règles sur un marché déprimé, la passion fait son retour chez les petites sportives. Peugeot relance le mythe GTI, Renault lui répond avec une nouvelle Clio RS, et Ford vient animer le débat avec sa Fiesta ST. Ces modèles de 200 chevaux s'affrontent aujourd'hui sur circuit, comme à l'âge d'or des GTI. Premier regard et premier constat, les généreux appendices d'hier sont proscrits aujourd'hui. Nos bombinettes jouent à présent les sportifs chics. Les Clio et Fiesta en font cependant davantage que la trop timide 208. À bord, la Peugeot prend sa revanche, avec une ambiance moderne et une finition au-dessus du lot. Ses rivales sont battus, mais il faut s'acclimater à une position de conduite inhabituelle, avec un mini-volant placé très bas. Ceci étant, son train avant impressionne, mais avec son arrière rivé au sol, la conduite est trop sérieuse. Le 1,6 litre peine aussi à enthousiasmer avec sa poussée linéaire et sa voix quelconque. Dommage, car les performances sont bien là. La Clio RS de son côté soigne ses accélérations en adoptant une boîte à double embrayage et en troquant son 2 litres atmosphérique contre un 1,6 litre turbo. Il apporte la souplesse qui lui manquait et dévoile un râle très suggestif. Mais la transmission déçoit en rétrogradant trop tard, ou même quand il ne faut pas, et en manquant de rapidité. Heureusement, le châssis est digne de Renault Sport, il offre agilité et efficacité. Mais avec la Fiesta, on grimpe encore d'un cran dans le plaisir. Prolixe en gargarisme et sifflant à tout va, son 4 cylindres dévoile un punch saisissant. La Fiesta bondit de virage en virage en enroulant levé de pied comme à la belle époque. Bref, difficile d'en rendre les clés. Pour ce bel esprit, c'est donc elle qui remporte la confrontation, face à une 208 trop rigoureuse et une Clio à la transmission imparfaite. Et son prix qui plus est plus doux finit de nous convaincre. Et enfin, avant de se quitter, on va regarder tout de suite l'essai de la Mercedes CLA. La Mercedes CLA, c'est tout simplement la variante coupé 4 portes de la Mercedes Classe A. Variante, carrosserie que Mercedes a créée il y a quelques années avec la première génération du CLS. Et ensuite, ils ont fait une deuxième génération du CLS. Et ensuite, il y a une version plus petite, la CLA, une première sur le marché français. Alors, que vaut la Mercedes CLA sur la route? Je vous propose de regarder ça tout de suite. Lancée en 2004, la CLS est la véritable pionnière des coupés 4 portes. Un modèle haut de gamme qui, grâce à ses lignes avant-gardistes, a permis à Mercedes de s'imposer sur un marché aujourd'hui en pleine expansion. Neuf ans plus tard, c'est donc au tour du CLA de tenter sa chance, avec une recette équivalente, celle de l'audace et de la prise de risque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au premier regard, le coup d'essai ressemble fort à un coup de bête. Avec ses lignes tendues, ses flancs très travaillés et son pavillon plongeant, le CLA possède un charme fou.
De nombreux détails prouvent au passage le soin apporté à sa conception, à l'image du dessin très effilé de ses feux arrière, ou encore des multiples points de chrome incrustés dans sa calandre. À l'intérieur, c'est d'abord aux places arrière que nous avons souhaité nous installer pour savoir si la chute de toit ne grevait pas trop l'habitabilité. Eh bien, si vous mesurez moins d'1,75 m, la banquette et l'espace alloué à votre tête et vos genoux seront suffisants pour voyager confortablement. En revanche, les grands gabarits se plaindront de la faible hauteur sous toit. Pour le reste, à un ou deux détails près, on est à bord d'une classe A, avec un poste de conduite qui englobe le conducteur, une ambiance à la fois luxueuse et sportive, et une qualité de finition haut de gamme sans être à la hauteur de la référence Audi. Enfin, en rayon pratique, le coffre apparaît mi-figue, mi-raisin, avec un beau volume de chargement de 470 litres, mais un accès étriqué, que ce soit en largeur ou en hauteur. Pour cet essai, nous avons opté pour le seul diesel proposé au lancement, à savoir le 220 CDI 170 chevaux équipé d'une boîte 7G DCT. Particulièrement douce, cette transmission nous a malheureusement déçus par ses passages de rapport trop lents comparé au dynamisme général affiché par le CLA. On se rattrapera donc en appréciant le confort de suspension de l'allemande, son châssis serein en toutes circonstances et son couple de 350 Nm largement disponible. Au passage, il est bon de rappeler qu'au même titre que la classe A, le CLA est une traction, dotée d'un train avant rivé au sol. Enfin, si la direction typée confort offre peu de ressenti, l'option châssis sport règle le problème tout en raffermissant, il est vrai, l'amortissement. Au final, vu son gabarit, le CLA se veut davantage une alternative dynamique et décalée à la classe C qu'une classe A allongée. Un modèle coup de cœur doté d'une vraie personnalité et d'un vrai coffre que seul son prix élevé limite à un certain nombre de conducteurs. En effet, malgré un tarif d'appel inférieur à 30 000 €, le CLA atteint vite 40 000 € et dépasse même la barre des 50 000 € en craquant pour quelques options. Je vous remercie d'avoir regardé ce News Report. On se retrouve bien évidemment très vite pour une toute nouvelle édition de News Report, la 18e, ça sera la prochaine fois. Merci à tous et très bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve normalement samedi prochain pour une toute nouvelle édition. Allez, bonne soirée à tous, bonne soirée, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.